je dirais globalement, je fais un bilan positif qu'il faut bien sûr apporter à la mission qui était la mienne pendant cette période, puisque je suis au département depuis le 10 octobre 2013 et bien entendu, mon arrivée est venue suite au discours de Sa Majesté du mois d'août 2013 et du bilan qu'il a fait sur la situation de notre enseignement et d'un autre côté sur son souhait de trouver des solutions pratiques, pragmatiques qui permettraient de sortir notre système d'éducation de la situation dans laquelle il est et je dirais le marasme également qu'il connaît. Donc ma mission est une mission d'abord qui était d'analyser la situation pour comprendre exactement le pourquoi des problèmes, pas les problèmes eux-mêmes, puisque plusieurs diagnostics ont été faits et les données existent concernant, je dirais, tout ce qui ne va pas en quelque sorte. Mais par contre, comprendre la réalité, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, quelles sont, je dirais, les interrelations entre les différents facteurs, comprendre la complexité, c'est un travail extrêmement important. Et j'ai estimé qu'à partir de là, ce n'est pas un travail uniquement d'experts. C'est un travail qui doit être fait avec, je dirais, la base et avec les acteurs. Donc la première, je dirais, tâche qui a été accomplie, c'est d'essayer de mettre tous les acteurs du système éducatif dans le coup d'une analyse la plus exhaustive possible des problématiques qui se posaient à nous. Et c'est un travail qui a pris quand même un certain temps, mais que nous avons pu, en quelque sorte, finaliser vers le mois de juin 2015. Et c'est un travail extrêmement important. D'abord parce que, pour la première fois, on donnait la parole aux acteurs en si grand nombre. Plus de 101 000 intervenants qui ont représenté les enseignants d'abord, puis tout le corps pédagogique, mais les élèves également, les parents, les élus, les responsables, et qui nous a donné en quelque sorte un éclairage très important sur les différents problèmes qui se posaient et la manière dont ils les analysaient et comment ils voyaient leur importance relative. À partir de ce travail, nous avons fait un autre qui était de dire, bon, il faut regrouper toutes ces informations, ces données, ces avis, et voir finalement comment est-ce qu'on peut en sortir des thèmes qui peuvent servir de fondement au changement que nous serions amenés à apporter. Et là-dessus, nous sommes arrivés à 9 thèmes fondamentaux qui finalement se retrouvaient dans l'analyse de tous les acteurs. Et c'est là-dessus que nous avons travaillé sur ce que nous avions appelé les mesures prioritaires. Et ces mesures prioritaires, donc, étaient déjà prêtes en septembre 2014. À partir de là, nous devions nous synchroniser avec le Conseil supérieur de l'enseignement et de la formation. Et ça, c'est un élément aussi très important. Donc nous avons fait part de notre travail, mais en même temps, nous étions très attentifs à ce que le Conseil lui-même faisait, pour essayer, à un moment donné, de nous retrouver travaillant vers des objectifs similaires et nous enrichissant les uns les autres. Donc à partir de ce moment-là, et c'est venu suite au discours de Sa Majesté le Roi du 10 octobre 2014, dans lequel, tout en revenant sur la question de l'éducation, sur le rôle du Conseil, il a insisté pour que le département continue à travailler sur ses propres programmes et sur ses programmes de réforme. Et cet élément a été, à mon avis, extrêmement important. Sa Majesté a donné là un signal clair.
Il a fait la différence entre le rôle du Conseil, qui doit travailler dans le futur, en quelque sorte, en préparant une vision applicable sur un long terme, et de l'autre côté, ce côté pragmatisme que nous devions avoir pour aller vers des problèmes concrets et leur apporter des solutions concrètes et rapidement. Donc c'était une manière d'encourager le travail qui était fait par le département, et nous avons donc immédiatement décidé, encore une fois, de mettre les acteurs dans le coup avec nous, et nous avons envoyé tous nos projets aux acteurs pour leur demander de nous dire qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce que ça correspondait selon eux à ce qu'ils attendaient comme solution, et s'ils avaient des idées pour l'enrichir, qu'ils le fassent. Donc ils l'ont fait. Et nous avons eu 103 000 quand même qui ont participé, sur la base desquels, je peux vous dire, plus de 91% ont approuvé tout ce qui était proposé. Donc c'était une espèce, je dirais, de réconfort qui nous a permis de dire, bon, nous sommes sur la bonne voie. Et c'est à partir de là que nous avons tracé la feuille de route, qui est la nôtre, et qui est venue au mois de mai 2015, lorsque le Conseil a remis à Sa Majesté son rapport, eh bien, montrer que tout ce que nous avions fait s'intégrait totalement avec la vision 2015-2030 et donner à la vision une possibilité d'être mise en œuvre rapidement grâce justement à ces actions qui ont été intégrées dans les projets. Donc je dirais, le premier élément positif, c'est tout ce travail qui est énorme et qui permet aujourd'hui d'avoir des actions qui ont démarré. Alors ce que je voudrais dire aussi, parce qu'il faut que l'on comprenne ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'à partir du moment où nous allons, et nous avons des projets concrets, eh bien on a pris une approche qui est celle d'aller vers les solutions, mais en démontrant que ce que nous avons conçu donne un résultat. C'est une méthode extrêmement importante, c'est-à-dire la preuve par l'action. Alors c'est un travail qui est important, mais aussi un changement méthodologique fondamental. On ne prend pas une idée ou comme ça et on dit allez, on a décidé, on y va, on généralise. Non. On fait un travail qui est un travail de terrain, on choisit des échantillons qui sont importants, mais en même temps on valide ce que nous considérons dans les écoles elles-mêmes, à travers toute la structure du ministère et avec les différents acteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pas à pas. Alors, ce travail, je dirais, certaines des idées ou certaines des choses ont commencé déjà il y a certain temps. Donc vous avez entendu parler vous-même d'un certain nombre parce que c'est des choses qui sont sorties, je dirais, dans la presse, qui ont fait l'objet de débats, parfois passionnés. Alors vous avez eu le débat sur les filières internationales du baccalauréat, nous avons eu un débat sur Massar, qui était un système de gestion de la vie scolaire et surtout de la gestion des parcours des élèves et la gestion de l'école en elle-même. Nous avons eu les baccalauréats professionnels, le parcours collégial professionnel, donc ce sont des idées nouvelles qui ont commencé à être mises en place dès 2015, disons, et même en 2014 pour certaines. Mais par contre, celles qui touchent de manière fondamentale à des problèmes, je dirais, existentiels, ont commencé fin 2015-2016. Et là, nous touchons maintenant à ce qu'on peut appeler du lourd. Un des problèmes lourds au niveau de métier, vous le savez, c'est le problème de la capacité des enfants à assimiler ce qu'on leur apprend. Et la capacité à utiliser la langue, à communiquer, à comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Là, nous avions un déficit énorme, prouvé par tous les tests. Là, nous avons attaqué très sérieusement ce problème, sur la base d'études scientifiques. Et nous avons lancé maintenant ces changements. Ils sont actuellement en cours. Et les premiers résultats que nous avons aujourd'hui nous démontrent que nous sommes sur la très bonne voie. Pas de mon avis, de l'avis d'abord des enseignants, de l'avis des inspecteurs, de l'avis de tous ceux qui suivent ces problèmes. Donc là, qu'il s'agisse de la langue arabe ici, ou qu'il s'agisse à côté des langues étrangères,
également, pour lesquels donc, on a commencé un certain nombre d'actions. Mais d'autres actions qui touchent la vie scolaire, l'éveil, des actions qui touchent l'organisation et la formation des enseignants, l'organisation, je dirais, et l'autonomie des académies. Bien entendu, la réforme que nous avons faite au niveau de la régionalisation, qui aujourd'hui, vous savez, nous sommes passés des 16 aux 12 régions aujourd'hui, dans des conditions que je peux dire, malgré les difficultés, tout à fait acceptables. Donc sur ce plan-là, je crois que les choses ont marché, marchent et donnent une perspective positive pour l'avenir. L'autre aspect des choses, bien sûr, ça correspond les réalisations physiques, ça correspond bien sûr les taux de scolarisation, etc. Donc là-dessus aussi, il y a des choses très positives qui ont été faites. Nous allons, dans les jours qui suivent, faire un bilan chiffré, puisque les données sont en train aujourd'hui d'être un peu, comment dirais-je, précisées, pour dire qu'est-ce qui a été fait pendant ces 3 ans sur le domaine des constructions, sur le domaine bien entendu des formations, sur les taux de scolarisation, etc. Dans l'ensemble, ces éléments sont dans une tendance positive, qu'on le veuille ou non, malgré un certain nombre de difficultés, malgré les budgets qui, eux, n'ont pas évolué énormément, mais on peut dire qu'il y a des choses qui se font. Concernant le coût de la réforme, il y a un travail qui est fait en commun entre le Conseil supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Et bien entendu, ce travail tient compte de toutes, je dirais, les suggestions, les innovations qui ont été apportées, et notamment celles qui concernent les langues étrangères, comme vous savez, avec l'introduction bien sûr du français à partir de la première année du primaire, l'utilisation disons du français comme langue d'enseignement dans le collège et le lycée, l'introduction de l'anglais au niveau de la 4e année du primaire, et l'utilisation de l'anglais aussi dans le collège et le lycée comme langue d'enseignement, la Mazir dans la perspective de la généralisation, parce que c'est aussi une orientation qui est donnée. Alors si vous voulez, toutes ces hypothèses ont été triturées. Plus, évidemment, quelque chose d'extrêmement important qu'on oublie souvent, c'est toute l'évolution démographique du système d'éducation. Il n'est pas figé. Il se présente avec une dynamique qui est la sienne, à l'intérieur d'une autre dynamique qui est celle de l'évolution démographique du pays. Quand je dis l'évolution démographique du pays, ce n'est pas uniquement sur le plan de l'augmentation de la population, mais c'est aussi pour tenir compte des mouvements de population. Alors, tout ça doit être pris en compte. Parce que si nous avons réussi jusqu'à présent à généraliser le primaire, disons, beaucoup de choses restent à faire sur le plan de la qualité du primaire, et qui vont demander des investissements aussi, parce que la qualité a un prix. Mais de l'autre côté, si la rétention des élèves augmente au niveau du collège, il est évident que nous aurons besoin de plus de places dans les collèges, nous aurons besoin de plus de professeurs et ainsi de suite. La même chose au niveau des lycées. Donc cette modélisation a été faite. Nous avons aujourd'hui les premières estimations. Nous avons les estimations. On peut dire qu'il y a, je dirais, un montant important, je dirais, d'investissement à prévoir sur les 15 prochaines années pour tenir en quelque sorte, disons, les orientations prévues pour la vision. Maintenant, ceci étant, je crois que c'est quelque chose de tout à fait naturel dans ce genre d'exercice. Ce qui se passera au niveau de l'éducation nationale n'est certainement pas indépendant de ce qui va se passer au niveau du reste du pays. Si on prend comme hypothèse que le reste du pays, la croissance va rester aphone, basse, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en place une réforme, quelle qu'elle soit, avec une économie qui ne marche pas, il est évident qu'à partir de ce moment-là, vous allez augmenter les dépenses, vous n'augmentez pas les recettes. Et c'est un vrai problème. Mais maintenant, si vous regardez avec une hypothèse différente, c'est-à-dire avec un taux de croissance
différents, avec des recettes fiscales différentes, eh bien, il est évident qu'à partir de ce moment-là, les deux choses vont augmenter en même temps. Les dépenses vont augmenter, les recettes vont augmenter. Donc, vous êtes obligé dans cet exercice de prendre un certain nombre d'hypothèses, le plus réaliste possible, pour voir comment ces éléments vont fonctionner ensemble, pour voir la faisabilité de la chose. Si on fait cet exercice de cette manière, il y a ce gap entre ce qu'il faudrait ajouter, le gap qu'il faut ajouter par rapport à maintenant, n'est plus tellement terrible que ça. Donc ça devient quelque part quelque chose que nous pouvons parfaitement faire. Mais, comme je dis, il faut qu'un certain nombre de facteurs, bien sûr, marchent en même temps. Alors vous avez posé... Le premier facteur, c'est-à-dire le facteur économique. Absolument. Même la situation d'aujourd'hui au niveau de l'éducation se détériorera même si on ne fait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on est bien sur un scénario pessimiste que j'espère qu'on ne nous en rend pas, parce qu'il y a quand même d'autres activités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je fais confiance à ce que le gouvernement a préparé au niveau d'un certain nombre donc, de projets stratégiques, hein, comme le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, etc., qui sont des projets lourds, mais dont les résultats commence aujourd'hui à se faire sentir, mais on n'est pas, si vous voulez, au sommet de leur rapport. Si vous considérez aujourd'hui l'industrie automobile, qui est aujourd'hui devenue, je dirais, l'industrie qui exporte plus au Maroc et qui est devenue, en quelque sorte, l'aéronautique, etc., ce sont des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, mais qui aujourd'hui sont là et génèrent évidemment des revenus et un certain nombre de choses. Il en est de même de tout ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Ce que j'entends, moi, des membres du gouvernement qui sont en charge de ça, ils sont extrêmement optimistes sur ce qu'ils sont en train de faire dans ce domaine. La même chose, le plan Maroc vert, on commence à peine à donner ses résultats. Donc je crois qu'il faut que nous positionnons dans ce schéma. Maintenant, vous avez posé le problème de la gratuité de l'enseignement. Nulle part, personnellement, j'ai vu que ce qui est proposé, ou que les schémas sur lesquels nous sommes en train de travailler, visent à, en quelque sorte, enlever la gratuité. Ça, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas vu ça. Il y a des recommandations qui sont faites, et pas du tout pour l'enseignement obligatoire, c'est-à-dire pour l'enseignement fondamental, il n'en est pas question. C'est un enseignement qui est obligatoire comme ça, c'est un droit. Et à partir de là, c'est une responsabilité de l'État. Et l'État, aujourd'hui, demain, assumera ses responsabilités vis-à-vis de ce droit qui est donné aux enfants. Ça d'un côté. D'un autre côté, ce qui est prévu, est répété. Et il est très heureux que le Conseil les ait mis ensemble. Il parle de qualité de l'éducation et il parle en même temps d'équité de l'éducation. Et ce sont deux choses qui vont ensemble. Si vous faites une éducation, mais qui n'est pas de qualité, vous créez l'inéquité. Ce n'est pas parce que l'école existe que les enfants vont être traités de manière égale dans ces écoles si la qualité n'y est pas. Or, d'autres travaux que nous faisons, et que l'OCDE a fait d'ailleurs, démontrent la chose suivante. Si nous améliorons la qualité de notre éducation, alors tenez-vous bien, même si nous gardons les mêmes taux de scolarisation que ceux qui sont aujourd'hui, eh bien le gain du Maroc, je dirais sur le plan financier, se situe à plus de 10 fois le PIB actuel. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et si nous poussons la généralisation de l'enseignement jusqu'à 15 ans, et on améliore la qualité aussi, c'est plus de 16 fois le PIB. C'est-à-dire la richesse du Maroc est liée d'une façon directe à l'amélioration de la qualité, d'abord, et bien entendu à la généralisation de l'enseignement fondamental. Je ne pense pas que l'on puisse rater cette opportunité de faire les changements qui conviennent pour introduire la qualité et continuer sur notre travail qui est en train de se faire en ce qui concerne la généralisation de l'enseignement, parce que si nous le faisons, ça veut dire
qu'on est aveugle et qu'on ne voit pas où est justement la meilleure source d'enrichissement de notre pays. Il y a toute une conception de la formation. C'est une conception qui est globale et qui n'improvise pas. C'est une conception qui n'improvise pas. C'est une vision qui construit. Et on construit à partir d'une logique. La logique est très simple. Point de départ, nous avons une situation avec un certain nombre, je dirais, de faiblesses. On les connaît. Nous avons des objectifs qu'on veut atteindre sur le plan de la qualité. Ça se passe d'abord au niveau de l'élève, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Donc c'est son niveau que nous allons élever. Si on doit élever son niveau, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à résoudre. Il y a des aspects qui sont liés à l'offre scolaire elle-même, sur le plan physique. Il y a des choses qui sont liées au côté pédagogique, c'est-à-dire à tout ce qui est programme, à ce qui est outil pédagogique, à tout ce qui est, je dirais, accompagnement, disons, didactique, etc. Il y a l'autre élément qui est important, et vous l'avez cité, il y a la gestion de l'école elle-même, c'est-à-dire la classe doit être une entité et l'ensemble des classes dans une école, eh bien ça donne, je dirais, l'institution. Et l'institution avec sa gestion, et la gestion scolaire est aussi importante. Donc on est à cette base-là. Et bien entendu, il y a des acteurs là-dedans. Et l'acteur principal, bien entendu, c'est l'enseignant. Et puis ce sont ceux qui sont avec lui dans ce processus, et notamment le directeur d'établissement. Donc on voit que déjà, à ce niveau-là, eh bien, il faut travailler sur ces agents essentiels qui sont déjà l'enseignant et le directeur d'établissement. Dans nos projets aujourd'hui, et ça a démarré, ce n'est pas des choses qui sont, disons, en cours de réflexion, ce sont des réalités. La formation des enseignants. La formation des enseignants, nous sommes partis sur deux volets. Premier volet, la formation initiale. Deuxième volet, la formation des enseignants qui sont en cours d'exercice. Ce sont deux choses différentes. Pour les formations initiales, nous avons maintenant une manière de voir les choses qui est très claire. Eh bien, il faut absolument revoir notre copie de A à Z. Dès le recrutement. Dès le recrutement, nous devons avoir des sélections extrêmement sévères. 2, évidemment, la formation qui est donnée à l'intérieur des établissements de formation, qui aujourd'hui nous jugeons largement insuffisante. Aussi bien sur le plan de la maîtrise des disciplines que sur la maîtrise de la fonction pédagogique, sur la maîtrise des comportements, sur la maîtrise, je dirais, collective de l'acte scolaire. Donc ce sont des éléments sur lesquels aujourd'hui on sait ce qu'il faut faire. Nous avons aussi décidé que pour l'enseignement du primaire, il ne peut pas y avoir une formation à partir d'un diplôme universitaire. Elle ne peut être faite que sur la base d'une formation qui est pluridisciplinaire et qui intègre dès le premier jour les aspects pédagogiques, didactiques, sociaux, psychologiques, etc. Parce qu'il s'agit d'enfants, il s'agit de jeunes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui, disons, s'applique à former ces enseignants-là. C'est un projet qui commencera cette année avec les nouveaux instituteurs. Donc ça, et on fera la même chose pour les professeurs de collège et pour les professeurs de lycée. Nous sommes en train de travailler sur les métiers eux-mêmes, sur leur évolution. D'un autre côté, la qualification, bien entendu. Et puis, il y a l'autre aspect des choses, c'est ceux qui sont en exercice. Dans certains ont une formation, dans d'autres n'ont jamais eu de formation. En tout état de cause, ils sont en train d'utiliser des approches et des méthodes qui sont dépassées. On veut leur faire faire, les amener à travailler différemment avec d'autres programmes, d'autres projets, l'utilisation des technologies de l'information. Donc ceux-là aussi ont besoin de formation. Et là, nous avons pris une approche qui est différente, c'est de dire, il ne s'agit pas d'une formation où on va les prendre et on va leur donner 5 jours, 10 jours, 15 jours de formation, ça ne sert strictement à rien.
et ils sont trop nombreux. Et donc, nous allons former dans leur classe. Et pour les former dans les classes, il faut qu'on forme des super enseignants. Ces super enseignants, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont prouvé leur dévouement, qui ont démontré leur amour de l'éducation et des enfants. Et c'est ceux-là qu'on choisit. Et ceux-là, on leur donne une formation sur les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes, les nouvelles approches d'évaluation, on les forme aux techniques, je dirais, de leadership, et on leur dit, vous allez aller encadrer un certain nombre d'enseignements chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas leur chef, vous êtes un d'entre eux, mais vous devez être parmi eux celui qui les guide, qui les conseille, qui les amène à se remettre en cause, qui les amène à travailler ensemble. Et donc vous êtes un espèce d'animateur, en quelque sorte, qui offre ses services et ses compétences à ses camarades. Donc cet accompagnateur est un maillon essentiel du processus. Nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, il y a 170 accompagnateurs qui ont été formés et qui sont sur le terrain, dans les expériences pilotes, sur les nouveaux projets. Et ces accompagnateurs, aujourd'hui, ce que nous voyons, avec les premières évaluations que nous avons faites sur les terrains, c'est qu'ils jouent un rôle extrêmement important. Ils sont acceptés par les enseignants et ça se passe plutôt très bien. Alors ça, c'est la deuxième manière de résoudre le problème de la formation. Il nous reste, et vous l'avez posé, le problème bien sûr de tout ce qui est gestion. Là, nous avons créé une formation ad hoc pour ce qu'on appelle les administrateurs pédagogiques et qui vont être, à partir de maintenant, ceux qui vont assurer les responsabilités administratives dans les établissements. Donc là, il y a eu une première fournée qui a été fournie. Je crois que cette année, il y en a 300, je crois, qui sont en cours de formation. Nous allons progressivement augmenter le nombre. Et ceci veut dire que progressivement, ne seront directeurs d'établissement que les gens qui auront eu une formation. Bien entendu, ces gens-là viennent déjà avec une expérience. Et c'est après donc qu'on les forme pour qu'ils aillent assurer une nouvelle mission qui est une mission différente de celle qu'ils font aujourd'hui. Un certain nombre donc de responsabilités nouvelles pour amener les gens qui sont sur le terrain à réagir rapidement, à trouver des solutions. Bon, vous voyez que là, vous avez en quelque sorte un démarrage d'un nouveau processus qui répond à vos inquiétudes concernant cet aspect évidemment et ce lien qu'il y a entre la qualité des enseignants et la qualité de l'éducation. Alors, je vais répondre à ces gens-là. Oui. Aujourd'hui, dans les analyses qu'on fait, et moi j'invite les journalistes d'ailleurs à les vérifier, il y a une question qui peut se poser. Pourquoi, à conditions égales, à budget égal, vous avez un établissement parfait et vous avez un établissement en décrépitude? C'est cette question précise qu'il faut répondre. Eh bien, vous savez quelle est la réponse? La réponse, c'est l'équipe pédagogique. C'est le directeur de l'établissement et son équipe. Rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ils ont exactement tous le même petit budget qu'on leur donne. Et vous allez dans une école, vous la trouvez magnifique, propre, les murs qui sont des tableaux, des choses. Je vous invite à aller voir. J'ai vu un établissement à Essaouira. Vous ne le croirez pas. Ils n'ont pas d'exception. Je suis désolé. L'amour du métier, la responsabilité. Mais quand on a 50 mômes dans la même classe... Vous savez, on me sort toujours les 50 mômes. Oui. Moi, je vais vous sortir des gens qui sont... Je vais vous sortir une réalité, monsieur. Au Vietnam, classé 11e au niveau mondial, au niveau de l'éducation, il y a des classes de 70 élèves. Alors le problème n'est pas dans le nombre? Absolument pas. C'est une manière de faire. C'est dans la qualité de l'acte que les choses se jouent. Quand on sait gérer, les enfants, on sait gérer. Je ne veux pas dire par là qu'il faut que les classes aient 70. Non. Mais ramener le problème à 70 ne peut être fait que par des gens qui ne veulent pas de réforme. Parce qu'ils ne veulent pas se remettre en cause.
C'est ça le vrai problème. Mais moi, je vous invite à aller voir un certain nombre d'établissements. Et vous allez voir ce que les enseignants marocains, sur le directeur, sont capables de faire. Vous verrez des établissements, même dans le privé, ils ne les ont pas. Et vous verrez comment sont leurs élèves. Et vous verrez aussi leurs résultats. Mais parce que c'est des gens qui sont capables. Et quand on est capable de chercher tout, y compris l'argent. Mais vous n'aurez jamais quelqu'un qui va venir apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui est incapable. C'est toute la différence. D'abord, la charte qui est là depuis l'an 2000, eh bien, elle a fait son chemin. Je vous rappelle qu'en 2008, il y a eu une évaluation, que cette évaluation présentait des éléments positifs, mais présentait aussi beaucoup d'éléments négatifs, et que derrière ça, il a été décidé, pour répondre à certains éléments, je dirais, d'insuffisance de l'ancien plan d'urgence, et puis il y a eu le plan d'urgence, et puis il y a eu les évaluations qui sont venues derrière pour dire que, encore une fois, ça n'a rien donné. Et puis, bien entendu, on arrive à la situation d'aujourd'hui. Alors, quand on lit les documents du Conseil, le Conseil ne rejette pas la charte. Il dit que la charte fait partie des références. Mais, aujourd'hui, il y a eu un travail qui a pris comme référence la charte, mais qui a pris comme référence d'autres choses. Et qui vient et qui dit que maintenant, la nouvelle vision, c'est celle-là. Et bien entendu, cette vision a gardé un certain nombre de choses qui ont été proposées dans la charte et qui sont toujours valables, mais elle a ajouté d'autres éléments nouveaux qui ne sont pas dans la charte, pour la bonne raison qu'elle a essayé de corriger, ou parfois parce que les problématiques qui se posent aujourd'hui n'étaient pas les mêmes que celles qui se posaient dans les années 90. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une évolution. Maintenant, ce qui vient aussi comme recommandation dans la charte, c'est que les éléments fondamentaux de la vision, eh bien, elle propose qu'ils soient mis dans le cadre d'une loi cadre. Et, comme vous le savez, le 6 février 2016, le Conseil des ministres a consacré l'idée de la loi cadre. Et le gouvernement est en train de travailler aujourd'hui pour la mise en place de cette loi cadre. Laquelle loi cadre viendra en quelque sorte fixer les orientations, fixer aussi un certain nombre d'actions fondamentales qui sont aujourd'hui prévues dans le cadre de la vision, de manière à ce que ça devienne, cette fois-ci, un référentiel intangible que les gouvernements qui se succèdent devront respecter. Voilà le processus. Donc, on ne peut pas dire que la charte n'est plus là, parce que c'est un référentiel, mais on peut dire qu'aujourd'hui, on est désormais au-delà de la charte. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux, je dirais, d'analyse encore une fois et d'évaluation. Le plan d'urgence, je dirais, est venu avec un certain nombre d'objectifs. Et ces objectifs, bien entendu, après un certain temps, doivent être évalués. Alors, ce travail d'évaluation a été fait par plusieurs sources. Il a été fait par la Cour des comptes, il y a l'Inspection générale des finances, il y a les inspections générales du ministère également, et il y a aussi, je crois, un travail indépendant qui est, je crois, du côté plutôt comptable, qui est actuellement en cours par des experts. Bien. Certains de ces rapports sont terminés, d'autres sont en cours d'achèvement. Et cela va nous permettre évidemment de voir avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu de bon, qu'est-ce qu'il y a eu de positif, etc. Je ne peux pas, dans un espace aussi de temps court, faire la liste du positif, la liste du négatif, le problème n'est pas là. Disons que globalement, c'est mitigé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été entamées
dans le plan d'urgence, mais qui n'ont pas abouti pendant la période consacrée au plan d'urgence. Mais elles ont eu leurs effets après le plan d'urgence. Je parle notamment de la partie construction, où des choses ont été lancées pendant le plan d'urgence, mais ils ont été pratiquement lancés presque à la fin du plan d'urgence, puisque le plan d'urgence lui-même, à partir de 2011, a été bloqué, ne serait-ce que par le côté financier qui n'a pas suivi. Mais ça n'empêche pas que les projets qui ont été lancés ont continué, avec retard, avec tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, quand on fait le bilan à la date d'aujourd'hui, eh ben, on trouve qu'il y a eu quand même des choses qui ont été réalisées. Sur le côté pédagogique, il y a aussi des analyses qui ont été faites. On a analysé les propositions de l'époque, la pédagogie par compétences, la pédagogie d'intégration. Il y a eu donc des jugements positifs et négatifs, il faut bien dire, sur cet aspect des choses. Et il y a les différents rapports, et je crois qu'il serait, à mon avis, tant que les gens lisent les rapports, il faut les lire, les rapports, parce que quand on lit les rapports, on a une idée de ce que pensent, je dirais, les magistrats de la Cour des comptes ou les inspecteurs des finances. Et c'est là, quand on lit ces rapports, qu'on devient sage, et qu'on relativise, et qu'on ne dit pas n'importe quoi. Et c'est très important. Parce que, vous savez, dans ce genre de choses, il ne faut pas prendre la technique du supermarché. C'est-à-dire, je vais au supermarché, vous avez un tas d'étalages, et je prends ce que je veux, et j'en fais l'essentiel. Non, notre domaine, dans l'éducation, dans les choses sérieuses, ce n'est pas une manière de faire. Il faut regarder les choses avec calme, sérénité, et analyser, et voir surtout devant, le positif. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience du plan d'urgence? Ce qu'il ne faut plus faire, ou ce qu'on a mal fait, et puis ce qu'on a bien fait. Et c'est ça, je crois qu'il est très important de mais venir et juger ou laisser entendre ceci, je crois que si la Cour des comptes, dans son analyse globale qu'elle a fait du plan d'urgence, avait trouvé tellement de détournements sur ces choses-là, je crois qu'elle a l'autorité de les amener à la justice. Elle ne le fait jamais. Non, absolument pas, elle fait. Secteur, elle ne le fait Non, non, elle le fait quand il s'agit de choses à caractère administratif. Il s'agit aux administrations concernées de le faire, mais quand il s'agit de choses qui touchent au bien public, à ce moment-là, elle prend ses responsabilités. Alors je viens maintenant au deuxième volet que vous avez appelé en parlant des problèmes des équipements, etc. Bon, là aussi, c'est un problème qui est vrai. Le ministère, lui, a fait son travail. L'inspection générale, aussi bien pédagogique que l'inspection générale administrative et comptable, a fait son travail, elle a fait ses rapports. Nous avons examiné ces rapports et il nous a semblé opportun de transmettre ces rapports à la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes s'est saisie du problème et elle est en train, elle, de faire un travail de fond à partir du travail que nous avons fait nous, justement pour nous dire dans ce qu'elle est en train de faire, quelles sont les choses qui ont un caractère d'administration et de gestion et pour lesquelles il y a des mesures qu'il faut prendre pour rectifier et pour éviter que ceci ne se reproduise, et ça touche les procédures, ça touche un certain nombre de choses, ou ça touche des erreurs ou des fautes, à la limite, mais à caractère administratif. Mais elle voit aussi également, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont, eux, d'une autre manière, qui ne sont pas des fautes, qui font du domaine, je dirais de la fraude, où il y a intention, etc., etc. Et pour cela, eh bien, c'est elle qui constitue le dossier et qui est adressée à la justice. Bon, elle est en train de faire son travail, je crois savoir que ça avance bien. Mais quand même, sur le ministre, dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle les sanctions administratives. Absolument, absolument. Là, le cahier de Tarouin, quand il a le ministère de l'Intérieur, avant même la justice, il a arrêté le cahier de ses fonctions. Donc il y a une sanction administrative. Alors quelles sont les sanctions administratives Alors les sanctions administratives du ministère sont très simples. Les personnes qui sont venues et qui ont été citées dans les rapports des inspecteurs généraux ont été immédiatement suspendues.
Ça, je peux vous le garantir, sans hésitation. Bien entendu, ces gens-là, vous devez respecter les procédures. Pourquoi? Parce qu'il faut les maintenir jusqu'à ce que la Cour des comptes finisse son travail. Parce qu'elle a besoin de ces gens-là devant elle, dans le cadre de ses enquêtes, etc. Donc, une fois qu'ils auront terminé leur travail, à ce moment-là, nous allons voir. S'ils confirment ce que nous avons trouvé, il est évident que les sanctions administratives vont passer à une autre étape. À ce moment-là, ça justifie le passage au conseil de discipline, prise de décision, saisir le chef de gouvernement pour aggraver la sanction, etc. Et si ça relève du pénal, à ce moment-là, ça partira au pénal. Ce qu'a fait le ministère, dès que nous avons eu... Alors, il faut d'abord séparer ce que vous appelez fuite. Il y a eu une fuite dans une épreuve. D'accord. Dans le médiatique pour les sciences de la vie et la terre. Bien. Dès que ceci a été confirmé, nous avons immédiatement ordonné à l'inspection générale des affaires pédagogiques d'aller et de voir exactement ce qu'il en est et de faire une enquête la plus possible. Nous avons demandé aussi de son côté à l'autre partie de l'inspection générale, elle aussi, de faire un travail d'équipe avec elle pour voir exactement dans tout le processus, dans tout le circuit, où étaient les maillons faibles. Ouais. Ce travail a été achevé et arrivé jusqu'au bout, avec 2 résultats. Le premier résultat, c'est concernant la fuite. Nous avons pu déterminer, nous, d'où elle est partie la suite. Et nous savons exactement d'où elle est partie. Ça, c'est clair. Maintenant, sachant d'où est partie la fuite, ça ne vous dit pas qui est l'auteur et la personne de la fuite. Et quand vous savez que dans ce contexte-là, vous avez entre 40 et 50 personnes susceptibles à l'intérieur d'avoir, en quelque sorte, été responsables, et que vous avez peut-être des complices à l'extérieur, ben, vous n'êtes pas, vous, en tant que ministère de l'Éducation, habilité à faire des interrogatoires. C'est pas notre rôle et nous ne pouvons pas le faire. On va vous donner toutes les informations, toute la documentation, et ils ont pris les choses en main. C'est une affaire qu'ils traitent. Et la police judiciaire et d'autres services sont aujourd'hui impliqués dans ces enquêtes, etc.